tous et bienvenue pour un nouveau Geek en série. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous recevoir pour parler une fois de plus avec vous, chers auditeurs, de séries télé. Nous sommes toujours sur Radio Campus si vous nous écoutez et également dans vos oreilles bien au chaud si vous nous écoutez en podcast. Je vous écoute aussi en podcast. Mais c'est ce que je viens de dire, James. Oui. C'est bien. Comme d'habitude, tu me coupes pour rappeler ce que je viens de dire. Et bien comme ça, je te dis bonjour. Tu vas bien? Bonjour Faye. Ouais. Oui, ça va. Oui, c'est bon, la forme? La forme, tout va bien. Ok. Et alors cette semaine, on va partir dans l'espace. Donc on va pas aller dans Star Wars, on va pas retourner dans Battlestar Galactica, non, on va partir pour Star Trek. Et avec nous, nous avons un invité, il s'agit d'Henri Michel. Bonjour à toi. Salut Faye, salut James, merci de m'avoir invité. On est très content de te recevoir. Et si tu veux te présenter un peu à nos amis les auditeurs, expliquer ce que tu fais, si tu aimes les séries, vas-y, dis-nous ce que tu veux. Alors, je m'appelle Henri Michel, j'ai 39 ans, je vis sur la Côte d'Azur et j'officie sur Internet depuis bientôt 15 ans. Je fais plein de bêtises, alors ça peut être par écrit, à travers des articles, j'écris sur la cuisine, j'écris sur les séries dans Libération de temps en temps, et je fais du podcast aussi, j'ai un petit label de podcast qui s'appelle Riviera Ferraille, et on produit des émissions plutôt humoristiques, notamment Riviera Détente, mais aussi une émission que les geeks aiment beaucoup, qui est le Bureau des Mystères, voilà. Et voilà, je suis un grand fan de séries, hein. J'en regarde beaucoup. Et Spoiler Arrière qui est très sériephile aussi. Et Spoiler Arrière, oui, voilà, on produit pas mal d'émissions qui tournent autour de ce qu'on aime culturellement. Spoiler Arrière, on a parlé de Top Chef et de littérature de seconde zone. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est très sympathique, on sait pas quoi faire. Moi je l'avais dit dans l'émission d'avant, je suis ouais. vraiment très fan de ce que fait Henri Michel, surtout Riviera Détente, que je trouve vraiment très cool. Donc moi je ne peux que vous encourager à aller écouter ce qu'il fait parce que c'est vraiment très cool. Et moi je remercie d'avoir enfin remis en avant Nanarland parce que leurs émissions vidéo me manquaient, là du coup j'ai le podcast. Alors oui, je produis aussi, j'ai voulu pas tartiner ce que produit Riviera Ferraille, mais on s'occupe aussi de Nanarland le podcast avec la fine équipe des Nanardeurs et on s'amuse beaucoup à le faire, quoi. Non mais c'est vrai, c'est vraiment, à chaque fois je m'éclate. Enfin bref, on va pas partir dans toutes les émissions, sinon on va rester pendant 50 ans à parler de Nanar et pas d'autres choses. Du coup, avant de se lancer dans la série, juste quelques petites informations nous concernant. Déjà, on voulait envoyer un bisou et un bonjour à KS Schrom, si je prononce bien, ou KS Orm, qui nous a laissé un commentaire et 5 étoiles sur iTunes, donc on le remercie. On a eu également une chouette réaction sur Twitter concernant l'émission précédente qui était sur Brooklyn Nine-Nine par Nivekai, si je prononce bien, qui lui est content parce qu'on lui a fait découvrir Park and Recreation. Je crois qu'on a parlé presque autant de Park and Rec que de Brooklyn Nine-Nine. Ouais, voilà, mais c'est des séries d'amour, donc on est bien content. C'est le même showrunner, donc on est bien content de faire découvrir des séries, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et dernier point, chers auditeurs, vous savez, vous avez encore jusqu'à la fin du mois d'avril pour voter pour l'émission Choix des auditeurs, qui sera l'avant-dernière émission de la saison, qui sera en fait sur une série que vous aurez choisie. C'est qui est en tête là? Alors pour l'instant, c'est toujours Community qui est très demandé. Ouais, moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup Community. Voilà, donc ça promet un beau programme et donc vous avez, donc j'ai dit jusqu'à fin du mois d'avril. Comme d'habitude, vous pouvez voter via Facebook, Twitter, nous envoyer un mail, via iTunes, enfin partout. Vous nous envoyez juste un petit commentaire, quelque chose. Moi je veux qu'on parle de telle série et on le comptabilise et la série la plus demandée sera traitée. Et on va essayer de tirer au sort un auditeur pour qu'il fasse l'émission avec nous. Oui, alors tu dévoiles les surprises. Oh là là, c'était pas encore qu'il fallait le dire. Mais bon, tant pis, puisque tu l'as dit, on fera sûrement un petit concours pour vous proposer à vous, chers auditeurs, de nous rejoindre pour cette émission. Donc on verra encore, on n'a pas encore décidé comment on s'organisait, mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors, en tout cas, maintenant, il est temps de parler de Star Trek Discovery. All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down is up. And sometimes when you're lost, you're found. The Klingon Empire has been in disarray for generations. We've encountered them.
We have been waiting for someone worthy of our attention. Captain, incoming! Alors, avant de commencer à parler de Star Trek Discovery, je tiens à faire un petit message parce que je sais voilà, que c'est une série qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va essayer d'en parler dans le respect. Je pense qu'on a chacun différents stades de visionnement. On peut peut-être en parler maintenant. Toi, je sais que toi, James, tu es. Bon, on n'a pas parlé encore. Moi, je suis vraiment. Enfin, je vais me faire peut-être des ennemis, mais j'aime. Enfin, je suis pas. Toi, t'as du mal, quoi. Je suis pas très fan de la série. J'en avais parlé peut-être dans l'émission sur BSG. Je suis vraiment fan de Battlestar Galactica, beaucoup plus que. C'est plus mon type de SF. Star Trek, ça m'a. J'ai fait peut-être un peu. Un blocage peut-être. Je suis un peu je suis resté sur les clichés et j'ai pas essayé d'aller plus loin. Je suis jamais vraiment rentré dans la série. J'avais que l'image de la vieille série avec Shatner. Pour une vidéo, pour le Go Multiplex, on avait fait une vidéo pour l'avant-première qu'on avait passé au ciné. On avait dû regarder tous les films Star Trek, tous les vieux films Star Trek. Tu veux dire j'ai dû regarder tous les films Star Trek j'avais regardé avec toi. Et ça a été une vraie torture. Ceux avec Picard aussi? Oui, tous, on les a tous regardés. Ouais. Mais ils sont bien ceux avec Picard. Moi-même ceux-là, j'ai pas. Le premier avec Picard. Après, il y en a un autre. Ah ouais, il est super le premier. Moi je me souviens d'un avec une baleine géante qui était sur la Terre. Ça c'est le 6, c'est Retour sur Terre. Où t'as Shatner et Spock qui sont sur la Terre. Et il y a celle qui faisait la mer dans 7 à la maison. Peut-être, oui. Et donc je suis jamais vraiment rentré dans cet univers. Peut-être qu'à par le passé j'ai un peu craché dessus méchamment. Je m'en excuse. Alors je vais vous donner son adresse si vous voulez mettre le feu. C'est de faire. Par contre j'aime beaucoup les films de Abrams. Après j'aime beaucoup Abrams. Je suis comme vous le savez peut-être, je suis grand fan de Lost. Mais du coup le travail d'Abrams me plaît beaucoup. J'aime un peu moins le troisième. Que je trouve il fait plus Star Trek, je trouve il va plus aux origines de Star Trek. On dirait plus un gros épisode qu'un vrai film. Même donc si tu es le méchant de cet épisode, quoi. Voilà. Effectivement, qui aime Star Trek. voilà. Donc tu viens de dire à peu près tout ce qu'il faut pas dire. Alors si vous voulez aller conspuer James, vous aurez toutes les adresses pour aller le voir sur Twitter. Et tout. C'est bon, tu finis de je suis désolé. Hein. Et je trouve que ils avaient Idris Elba et ce qu'ils ont fait d'Idris Elba, c'est un autre débat. Toi et ton amour d'Idris Elba. Heureusement qu'il n'y a pas Chris Pratt. Depuis The Wire, moi, Idris Elba. On verra du coup si la série Discovery t'aura fait changer d'avis. Et alors toi, Henri, justement, est-ce que tu es un très grand fan? Est-ce que tu as découvert récemment? Alors moi ça a été par vague. Quand j'étais petit, il y avait la série originale, mais bon, je suis pas né dans les années 60, mais il y avait des rediffs surtout de cette série-là. Je suis passé à côté de The Next Generation. Je crois que je trouvais ça aussi. J'étais bloqué sur l'univers un peu pyjama, kitsch de The Original Series. Donc du coup, j'étais assez préservé je n'ai pas détesté les films de Abrams puisque je n'étais pas encore immergé dans Star Trek. Je crois que j'ai commencé par Enterprise. Alors, ce qui est assez paradoxal, parce qu'Enterprise, c'est quand même une série à part que j'avais regardé sur iTunes. Et je me suis mis à Discovery avec Netflix, que j'ai plutôt trouvé sympathique. Et ensuite, parce que Netflix propose vraiment, alors là, pour les auditeurs de l'émission qui veulent s'y mettre, vous avez la chance extraordinaire d'avoir sur Netflix toutes les séries, quoi, de Star Trek. Et donc là, je me suis mis à The Next Generation, et là, ça a été vraiment, j'ai complètement adoré, quoi. Je suis devenu fou de l'univers, et du coup, j'ai rematé certaines choses des autres Star Trek. Je vous dirai tout à l'heure, j'ai une petite technique. Si vous voulez vous mettre à Star Trek, c'est la Playboy List. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une bonne astuce pour se mettre à Star Trek. C'est ce que tu avais parlé dans le dernier Rivière des Temps, c'est ça? Voilà, en fait, je vais le dire maintenant, comme ça. Vas-y, puisqu'on est dans le. En fait, Playboy a sorti un super article qui a été poncé par les gens au fur et à mesure des années. Ce sont tous les épisodes de Star Trek, toutes séries confondues, classés du meilleur au pire.
Et en fait, quand j'ai vu Discovery, j'ai commencé The Next Generation et que je suis devenu vraiment accro, j'ai commencé cette liste dans l'ordre. Et ce qui est génial, c'est qu'elle te fait voyager selon le classement, donc d'une époque à l'autre. Donc tu vas enchaîner un épisode de The Next Generation, un épisode de The Original Series, etc. Et donc c'est génial parce que tu commences par les meilleurs, et au plus tu les regardes, au plus tu aimes, et donc au plus tu supportes les moins bons en fin de classement. Et c'est un super chemin, une super introduction si vous voulez découvrir Star Trek en fait. Ah ben, je connaissais pas, mais moi qui suis maniaque, par contre, j'ai dû faire dans l'ordre. Enfin, moi j'explique vite fait. Donc, un peu psychorigide aussi, donc. Ça... Ouais, voilà, oui, ça c'est un peu ma faute. C'est mon côté Monica de Friends, c'est bon, on a compris. James, tu l'avais dit dans l'épisode sur Friends. Oui, je l'avais dit. Bon, bref, donc moi, Star Trek, j'avais découvert en fait les films sur Canal+ quand j'étais petite. Et du coup, j'avais pas tout compris parce que je connaissais pas, mais j'avais plutôt bien aimé certains films. Et puis quand j'ai eu Canal Jimmy, qui était quand même une super chaîne d'ailleurs, petite pensée émue pour cette chaîne, et ben j'ai pu revoir en fait toutes les séries Star Trek. Il est passé tous dans l'ordre jusqu'à la série Enterprise. Et du coup, je me suis tapé tous les épisodes. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Ma préférée, c'est Next Generation. Ah ouais, moi aussi. Ouais, je trouve que c'est la mieux écrite. Et puis Picard, quoi. Voilà, c'est c'est Picard, quoi. Non, mais c'est clair. Hein, pour moi, il n'y a pas photo. Pour avoir un peu goûté toutes les séries à part Voyager et Deep Space Nine, je me réjouis d'avoir à me les faire. The Next Generation, c'est génial. Pour moi, c'est des séries qui rendent intelligent, tu vois. Ouais. C'est là qu'il y a vraiment une très grande qualité d'écriture, je trouve, sur Next Generation. Les thèmes sont traités avec intelligence. Enfin, vraiment, je me suis régalée. Et c'est vrai que celle que j'ai le moins aimée, bizarrement, je dirais que c'est Deep Space Nine. J'en ai pas gardé j'ai pas gardé un gros souvenir de celle-là. Et le capitaine n'était pas super. Mais Henri, tu disais pas que celle que t'aimais le moins, c'était celle avec Scott Bakula, c'est ça? Non, c'est pas que je l'aimais le moins, mais elle est peu réussie. Il y a quelques épisodes assez épiques, mais en termes d'ouvrage, ce qui est intéressant avec Discovery, dont on va parler, c'est que des gens qui n'ont jamais entendu parler de Star Trek ont mordu à l'hameçon, et ça c'est génial. Et c'est quelque chose que Enterprise n'a pas tout à fait réussi. Donc il y a eu des débats autour de Discovery, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir des gens qui avaient jamais vu Star Trek se mettre à la franchise par Discovery, et ça c'est important. Ouais. Enterprise, c'est une série plutôt fade quand même au final, avec un personnage Vulcain, moi, qui m'avait assez énervé, T'épaule là, qui a ses défauts, qui est vraiment dans le canon, on va dire, donc qui a sa noblesse, mais qui est peu réussi par rapport aux autres séries, je trouve. Ouais. Ce qui la sauve, c'est ce qu'il y a Scott Bakula. Ce mec, il est trop sympathique. Pourtant, il y a Scott Bakula. Moi, je pourrais regarder Scott Bakula, lire Le Bottin. Je l'adore absolument. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Il y a toujours sur Netflix un formidable documentaire de William Shatner qui est allé parler. Voilà, ça c'est génial. Et on voit Scott Bakula reparler de son rôle. Et rien que pour ça vaut vraiment le coup, quoi. Pour les gens qui connaîtraient pas Scott Bakula, il y a la série Code Quantum qui est vraiment. Si les gens aiment la SF, c'est déjà plus glorieux que le NCIS Nouvelle-Orléans, je crois, un truc comme ça. Il est dedans. Ouais, il est dans une nouvelle série. Je sais pas si elle n'a pas été annulée. Moi, tant qu'il travaille, je suis content. Moi, je vous conseille, si vous aimez Code Quantum, je vous conseille, la vidéo de Bilou qui est vraiment cool. Il n'y a plus de saison. Ouais, il n'y a plus de saison sur Code Quantum qui est vraiment cool. Merci James. Voilà. Et sinon, juste pour finir, les films J.J. Abrams, j'ai bien aimé la réinvention. Je trouve que finalement, pour des gens qui connaissent pas Star Trek, ça permet de rentrer dedans. Et pour ceux qui connaissent, il y avait une petite réinterprétation qui était intéressante. C'est pas tout le temps. C'est très sympa. Voilà. C'est très bien. J'étais moins convaincue par le dernier, mais c'était plus question de réalisation parce que le réalisateur justement était un réalisateur qui a travaillé sur Fast and Furious et ça se ressent vachement, quoi. J'ai cru que Vin Diesel allait sortir. J'adore Fast and Furious. So il y a The Rock par exemple, c'est très bien parce que The Rock c'est comme Scott Bakula. Je peux le regarder. C'est vrai. Alors ensuite, on va quand même un peu présenter donc la série vite fait. Donc comme j'ai dit, on est plus ou moins spécialiste. Donc si vous êtes des gros fans de Star Trek et que vous voulez nous faire partager votre savoir pour encore plus nous encourager à dédouaner un peu auprès des trekkers, c'est ça? Ah mais il faut, hein, c'est j'essaie obligatoire. D'être dans le respect des choses parce que je sais qu'il y a des gens que la série leur tient vraiment beaucoup à cœur et ici on est vraiment dans la passion. Donc voilà, je suis très gentil. Il y a un fandom très particulier quand même. Alors, on va pas parler sur ça, James. On est dans le respect. J'ai pas envie de mourir. Chut. Donc du coup, ce qu'on peut dire, en gros, pour vous présenter la série, planter le décor, c'est que la série donc originale de Star Trek, c'est né en 66 par monsieur, alors si je prononce bien,
Gene Roddenberry, si je pense ça bien. Et c'est une série qui est assez riche, qui aborde pas mal de thèmes, puisqu'en gros on suit donc un équipage qui travaille pour Starfleet, qui est en gros un gros consortium qui réunit pas mal d'espèces. Et donc le but en fait de Starfleet, c'est de voyager dans l'univers pour rencontrer d'autres civilisations, de créer des ententes, des alliances, des choses comme ça. Enfin, c'est le voyage. Et on a beaucoup de belles thématiques dans la série, comme la guerre, la paix, le racisme, la lutte des classes, droits de l'homme, féminisme même. Et oui. Enfin, vraiment, c'est un univers qui est très très riche. James, oui. C'est une série qui est j'ai l'impression que c'est dans son ADN d'être très 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 progressiste, non? Ouais. Regarde, déjà en 66, t'avais par exemple rien que le lieutenant Uhura, qui est une femme en position quand même de pouvoir, qui est sur le pont, qui est en plus noire. Ouais. À cette époque-là. Mais même dans Discovery, on en parlera après, mais dans le cast, ça se sent beaucoup. Toutes les saisons, on a Benjamin Sisko dans Deep Space Nine, qui est le capitaine. Deep Space Nine, qui est un capitaine noir. Il y a un capitaine femme aussi dans Voyager. Donc ça a toujours suivi un petit peu ça. Ce que je voulais rajouter sur ce que tu disais, c'est que ce qui est un peu la colonne vertébrale de Starfleet et de l'Enterprise et de tous les vaisseaux, c'est quand même un mélange extraordinaire entre une discipline militaire, mais une discipline militaire qui est agréable à voir, avec un respect vraiment inouï des grades. Donc on est vraiment dans une épopée militaire quand même, avec des capitaines, des numéros 1, des responsables à chaque division, et une éthique. Starfleet a une éthique vis-à-vis des autres planètes qui fait tout pour ne pas avoir l'air d'une expédition coloniale à travers les planètes. Starfleet a vraiment une entreprise noble de découverte, d'entraide, et surtout de ne pas influer sur l'évolution des espèces qui vont croiser, dans le cas où elles sont moins développées que les humains. Donc il y a ce mélange de militaire et de noblesse qui donne un ton vraiment particulier à Starfleet. Ouais, et puis des fois aussi, on a carrément justement l'aspect militaire qui va se confronter à un aspect mystique, un peu religieux, suivant les rencontres qu'ils font ou les membres d'équipage. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Et puis tout le côté Starfleet, ça va à l'encontre de la nature humaine. Quand on pense par exemple, je sais pas moi, aux Espagnols qui ont découvert l'Amérique et la façon dont ils ont traité les Indiens, finalement on a Starfleet qui se dit ah bah non, ça a été fait dans le passé, ça, bah non, nous on va faire autrement. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur comment aborder l'autre, comment fonctionner avec lui. Enfin, c'est vraiment assez riche. Alors oui, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'était que celui qui incarnait le plus ça, et c'était un beau défi parce que il arrivait après le capitaine Kirk, qui était quand même emblématique de Star Trek. Il faut se mettre à la place de Patrick Stewart quand il arrive dans la série en se disant il est irremplaçable. Et Jean-Luc Picard, le personnage qu'il incarne, a vraiment apporté toute cette dimension à la fois militaire et éthique. Oui. Faut un mec de ce talent pour réussir à être à la fois, à montrer ce côté martial et à la fois éthique et bon. Et ça, c'est énorme. Mais après, c'est un excellent acteur qui vient du théâtre, donc qui a joué du Shakespeare, qui a fait plein de choses, donc il a ce truc qu'avait pas Shatner. Et puis en même temps, sous-entends que Shatner ne joue pas très bien. Alors oui, je le sous-entends. Non, mais c'est un galopin. Il a un personnage. Et puis moi, j'ai un problème avec son personnage, avec le capitaine Kirk, c'est que le mec, dans un épisode, il va rencontrer un perso qui est le dernier représentant de son espèce. Il va avoir aucun scrupule à le buter. Oui, il a un côté gamin presque, Kirk. C'est un bon capitaine, mais voilà, il n'est pas aussi droit que Picard, qui est vraiment incorruptible, qui est un homme qui réfléchit tout le temps au sens de ses actions, alors que Kirk est dans l'action plutôt. Ça s'est repris un peu dans les films où il est vraiment tête brûlée. Ouais. Bah, heureusement qu'il a les autres à côté de lui, sinon on serait tous morts. Alors juste quand même pour avancer, pour résumer, pour les gens qui disent mais il y a plein de noms de séries on comprend pas, je vais vous donner dans l'ordre quand même. Donc on a eu la série Star Trek The Original Series, donc avec le capitaine Kirk. C'est l'ordre chronologique ou c'est l'ordre qu'elles sont apparues, pas chronologique. Pas chronologique de la série. Ouais. On a Next Generation ensuite avec Picard, on l'a dit, Deep Space Nine, on a ensuite Voyager, Enterprise et donc Discovery. Et j'ai oublié de citer aussi qu'il y a eu carrément Star Trek, la série animée, qui se passait justement après The Original Series. Voilà, et qui est pas super, en parenthèse. Je sais pas si vous l'avez vu. Tu l'as vu toi, Henri ?
Oui, j'ai regardé quelques épisodes, et surtout que le défi c'est de remettre dans l'ordre. En fait, là tu as fait la chronologie de tournage, mais la chronologie Starfleet, la vraie chronologie de l'histoire est complètement différente, quoi. En fait, c'est un bordel sans nom parce que vous avez bon, il me semble qu'en premier ça serait Enterprise, si je me trompe pas. Et puis bon, après on a The Original Series et ensuite je sais plus si on a Discovery. Oui, Discovery. Mais attends, parce qu'il y a des soucis, on va en parler plus tard, c'est qu'il y a aussi un problème de timeline, mais aussi un problème d'univers, parce qu'on l'a vu avec les derniers films, ça se passe pas dans le même univers, si vous avez vu les derniers films. Oui, mais les films sont isolés. Alors en fait, ce que j'ai lu récemment, c'est qu'ils sont isolés parce qu'ils se passent pas dans le même univers, mais étant donné qu'il y avait le vieux Spock qui apparaît, ils sont liés, sauf que c'est pas dans le même monde en fait. Oui, d'accord. Non, mais c'est ce qu'on appelle la Kelvin Timeline, c'est un univers miroir. Mais par contre, il y a quand même un gros consensus sur le fait que toutes les séries télé sont dans la même. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi, en fait, Discovery c'est l'inverse, etc. Mais grosso modo, tu retombes sur tes pattes dans le canon avec toutes les séries télé. Et dans ce sens-là, Discovery arrive 10 ans avant la série originale. Ensuite, t'as Star Trek Next Generation, Deep Space Nine. Et le plus récent, en fait, c'est Voyager, le plus futuriste, quoi. Par contre, on reparlera après de Discovery, justement, de ce fameux débat de savoir où ça se situe, parce qu'il y a quand même des choses un peu... Voilà. Alors, pour revenir sur Discovery, pour qu'on finisse de planter le décor, donc Discovery, la série a été créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman, qui sont tous les deux personnes qui ont déjà travaillé sur l'univers Star Trek. Bon, Bryan Fuller, vous le connaissez, c'est quand même le showrunner de la série Hannibal, Pushing Daisy. Là récemment, il a fait American Gods, où il est parti. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très talentueux qui se base beaucoup sur le visuel. Et lui, il a travaillé sur la série Deep Space Nine et sur Voyager. Et quant à monsieur Alex Kurtzman, donc lui, il a bossé sur des séries Star Trek, alors j'ai plus les noms, mais il a surtout bossé sur les 2 premiers films de J.J. Abrams. Voilà. Et si vous le connaissez pas, ça a été un des showrunners, me semble-t-il, de la série Fringe, dont on avait déjà parlé en saison précédente. Et récemment, il a été aussi scénariste sur des films comme La Momie avec Tom Cruise. C'est pas très brillant. Et il me semble, je trouve bien La Momie. Il me semble, James, qu'il a fait des Transformers aussi. Ah ouais, peut-être. C'est pas super bien. Mais bon, il a pas bossé sur Lost aussi, Kurtzman il a dû bosser un peu vite fait. Mais il a bossé aussi sur la série Sleepy Hollow, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Mais bon, heureusement, alors il y a eu plein de trucs, mais heureusement Monsieur Kurtzman, lui, est relégué finalement en termes de producteur exécutif, et Bryan Fuller a quitté la série parce qu'il y a eu des petites divergences. Au départ, il devait être showrunner, Fuller. Oui, et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était créer une série qui soit anthologique, c'est-à-dire avec des histoires qui se suffisent à elles-mêmes chaque épisode, un peu comme Black Mirror, par exemple. Et comme ils n'ont pas voulu, il a dit, je m'en vais les cocos. Et donc, en gros, ils ont repris... Il est parti. Alors, non, il est producteur et il est cité en tant que créateur, mais il fait plus rien sur la série. On a 2 autres scénaristes qui ont travaillé. Alors on a monsieur Meyer Nicolas qui a travaillé sur les vieux films comme La colère de Cannes, un excellent film, si c'est un des meilleurs. Ah non, moi je l'ai vendu. Ah non, il est très très bien. Il a aussi bossé sur ton film préféré, Retour sur Terre, James, notamment, c'est super. Et on a un monsieur Joe Mereski, si je prononce bien, qui lui a travaillé sur Nouvelle Génération. Voilà, donc la série compte à peu près 15 épisodes pour cette première saison. Elle a été renouvelée pour une 2e saison. Et James, est-ce que tu peux finir de nous la présenter en faisant un petit pitch et en disant qui joue dedans? Et ensuite, on part dans l'analyse. Après, les guests, le cast, il y a vraiment un gros cast, mais c'est beaucoup de gens qui sont pas trop connus. Ah, qui sont quand même connus. J'ai pris les gens connus. Donc le petit pitch, on suit les aventures de Michael Burnham, qui vient de se faire condamner à la prison à vie et à être virée de Starfleet parce qu'elle s'est mutinée contre son capitaine et qu'elle a lancé, elle a mené au conflit entre Starfleet et les Klingons. C'est une guerre carrément, tu peux le dire. Il y a une guerre. À cause d'elle, il y a une guerre entre Starfleet et les Klingons. Et le mystérieux capitaine Gabriel Lorca va l'embarquer un peu de force sur son vaisseau, le Discovery. Qui, à l'aide d'une technologie un peu mystérieuse et qu'on ne connaît pas au début de la série, il va mener sa guerre contre les Klingons. Il veut essayer d'arrêter la guerre contre les Klingons. Ouais, voilà. Et on sent que tu as utilisé le mot mystérieux, on sent que c'est un acteur qui te plaît, James. Alors, on va partir direct sur ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc, Gabriel Lorca, c'est le capitaine de Discovery.
Et il est joué par le sémillant et mystérieux. Oui, en fait, tu aimes la mystère. Non, mais ça lui va bien, c'est un truc qui fait bien. Jason Isaac, c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement parce que vous l'avez vu dans plein de petits rôles, dans plein de trucs, notamment dans Harry Potter où il faisait le papa de Lucius Malfoy. Il faisait Lucius Malfoy, le papa de Drago Malfoy. Il est aussi dans une série Netflix où il joue un autre rôle de. Mais chut, faut pas dire que c'est. Ouais, on va pas dire. Quelqu'un de très sympathique. Non, pas vraiment. Dans The OA. Regardez The OA, c'est vraiment une série super bien. Et Jason Isaac, moi, c'est vraiment un acteur que je trouve très très cool. Mais il fait souvent des petits rôles ou des rôles de il fait des petits rôles, mais il a vraiment beaucoup de charisme. Bon. Je sais que tu l'as adoré dans Cœur de Dragon, par exemple. Oui, dans Cœur de Dragon, il était très bien. Vous êtes méchant. Donc après, sinon, vous avez Michael Burnham, qui est un peu le liant de tout ça, qui est joué par Someka Martin Green. Que vous avez peut-être vu dans Walking Dead ou dans Once Upon a Time. Ouais, alors c'est une femme, hein, il faut quand même préciser. Oui. Parce que tu ne l'as pas précisé depuis le début, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Oui, Michael est une femme, oui. Wow. Alors moi par contre j'ai un problème avec l'actrice. Autant le perso est très intéressant, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai un problème avec cette actrice. Moi je l'aime bien l'actrice. Je n'arrive pas à la j'aime pas sa façon de jouer. Déjà dans Once Upon a Time, elle s'était tête à claque. Dans Walking Dead, le jour où elle est partie de la série, c'était super joie. Et là, j'ai vraiment du mal avec sa façon de jouer. Et je sais pas, je trouve elle en fait un peu trop. Mais je pense que le fait avec ça, il y a un petit détail. En plus qu'elle soit une femme, un petit détail qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait Michael Burnham est une humaine, mais qui a été élevée par des Vulcains et notamment par Sarek, qui est le papa de Spock. Donc elle a été élevée par les Vulcains et il y a ce côté-là, elle est très. Ouais, non, mais justement, je trouve elle est très, moi, je trouve qu'elle le fait pas. Elle le fait pas bien. Ouais, enfin moi j'aime bien l'actrice. Si on dirait Jackie Brown qui est en visite chez les Vulcains, quoi. Il y a pas le côté, je me retiens vachement. Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Après, je pouvais peut-être que tu. Non, moi j'ai trouvé, au contraire, j'avais très peur au début qu'on ait encore tout un arc sur la Vulcaine qui apprend à jouir, quoi, en fait. Hein, qu'on s'est tapé dans Enterprise avec T'Pol, qui est une Vulcaine, qui au contact des humains va se réchauffer un petit peu, mais bon, c'est pas la folie. Et qui reprend un petit peu les problèmes de Data aussi, l'androïde dans The Next Generation. Mais en fait, j'ai apprécié le fait qu'elle retrouve très vite ses réflexes d'humaine dans le vaisseau. C'est-à-dire, elle joue pas la Vulcaine qui sourit jamais, etc. Il y a quelques petits passages humoristiques là-dessus, mais elle se réchauffe très vite au contact de l'humain, quoi. Oui, non, le personnage est super intéressant. On va pouvoir en parler un peu plus en profondeur tout à l'heure. J'ai l'impression que même dès le début, ils l'ont élevée avec les deux côtés. Même quand dans les flashbacks, on la voit très stoïque, mais elle quand même. Il faut pas oublier que la mère de Spock est humaine, donc elle a eu une mère humaine, donc. Alors vas-y James. Et Lorca, comment Jason Isaac Oui. C'est loin d'être. Il y a d'excellents personnages dans cette série. J'ai pas spécialement accroché, non. Ah ouais. J'ai un problème avec ce physique un petit peu bellâtre quand même, un peu stéréotypé pour moi. C'est le regard azur, ça t'a troublé, c'est pour ça. Ouais, c'est pas mon personnage préféré, non. Non, moi mon préféré c'est Saru. Et ben voilà, on va en parler. Saru, on a dit si on vous montre là une photo de Saru, enfin de Doug Jones, donc qui est joué par. Vous allez avoir du mal à le reconnaître parce que c'est l'acteur un peu fétiche de Guillermo del Toro, mais qui a la manie de le maquiller de façon. Il joue souvent des monstres en fait. Ouais. Et dans Hellboy, il jouait Eb Sapiens, donc l'espèce de créatures amphibies. Ouais, voilà. Ouais, il était dans pour rester dans les créatures amphibies, il était dans la forme de l'eau, dans Shape of Water, puisqu'il jouait encore une fois la créature. L'atout, ouais. On l'a vu dans le labyrinthe de Pan aussi. Tu m'as dit qu'il jouait dans Buffy, oui, il jouait un des gentlemen dans Buffy. Dans l'épisode Hush de Buffy, le meilleur épisode du monde. C'est un un acteur qui a un physique très très particulier. Il est très grand, très mince. Mais j'adore, ce que j'aime, c'est sa façon de bouger. Il a une gestuelle qui est, suivant les personnages, qui peut être très noble, très limite, tu vois, on dirait qu'il danse, et des fois il peut être très inquiétant. Enfin, il arrive vraiment à jouer avec son corps, et je trouve que dans Discovery, son perso, il est attachant. Il y a des moments on est limite un peu inquiet parce qu'il y a des fois, comme c'est une race qu'on connaît pas, quand on voit certaines choses qui se produisent vis-à-vis de son histoire, il y a des fois, moi j'ai eu des moments où il m'inquiétait un peu, et d'autres moments où j'étais super touchée par lui. Enfin, c'est vraiment ouais. J'ai pas noté, c'est quoi comme race déjà? Alors je l'ai si, je l'ai. Attendez, ça va me revenir.
Caldassien ou quelque chose. Non, je veux pas confondre. Kelpien, un Kelpien. Ouais. Mais j'ai lu une interview de Doug Jones qui voulait absolument un personnage un peu androgyne. Et donc il a fait des catwalks littéralement, comme s'il était un peu sur. Il voulait imiter la gazelle parce que c'est une race qui est une proie galactique en fait. C'est celui qui est soumis face à toutes les races de la galaxie. Donc il voulait un air d'antilope en fait. Quelque chose de très élancé, très féminin. Et il s'est beaucoup entraîné à marcher, un peu comme les modèles en catwalk, tu vois, en défilé. Et il a souvent des postures très travaillées pour avoir ce côté élancé de la proie, quoi. C'est ça, puis on a toujours l'impression que, genre, s'il y a un petit bruit, il va partir en courant. Voilà. Enfin, c'est vraiment, c'est vrai que c'est ce qu'il a choisi, c'est vraiment une bonne idée, quoi. J'aime beaucoup. James, c'est bon, tu as fini de nous présenter les acteurs ? J'en ai encore un que j'avais noté en guest star quand même, parce que c'est pas n'importe qui. Donc c'est le personnage de Philippa Georgiou, qu'on voit pas beaucoup puisqu'on la voit dans on dit pas trop. On va pas spoiler, d'accord. On ne spoil pas. Un personnage qu'on voit peu, mais qui marque, c'est Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, je pense que tout le monde connaît Michelle Yeoh quand même. Très grande actrice et très grande artiste martiale. Exactement, vous l'avez vu dans Tigre et Dragon, Une mémoire d'une geisha, elle a joué dans plein de films à Hong Kong. Police Story, par exemple, avec Jackie Chan. Elle a joué dans la série, pour les gens un peu plus sériphiles, dans la série Marco Polo. Sur Netflix. Ouais. C'est pas génial. Moi j'aime beaucoup Michelle Yeoh, je trouve que c'est vraiment une actrice exceptionnelle. Ah bon, moi j'ai vraiment pas, j'accroche pas du tout à son perso ni à son jeu. Hein. Ah ouais. Voilà, elle fait un peu outrancière sur absolument toutes les scènes. C'est le personnage que j'aime le moins du truc. Donc tu vois, on est vraiment opposés sur le truc. Entre le capitaine et elle, c'est une catastrophe pour moi. Non, moi mon personnage préféré c'est Stamets, c'est le scientifique gay qui pour moi explose tout le monde au niveau du jeu. C'est un personnage extraordinaire, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup l'acteur, franchement. Puis lui et Saru donnent une sorte de dimension humaine à cette série. Sans eux, je crois que j'aurais pas suivi Discovery, quoi. Ouais. Et j'aime bien aussi la fille là qui veut apprendre. Ouais. J'aime bien, elle est. On la verrait bien dans Grey's Anatomy, tu vois. Elle me fait penser à cette fille. Je sais pas si vous suivez Grey's Anatomy. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Oui, on je la vois bien en médecin dans Grey's Anatomy. Elle me fait penser justement à April Kepner. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et par contre, le scientifique, lui, il me fait penser à Alan Tudyk. Et du coup, quand je le vois, je pense à Firefly, quoi. Effectivement. Refaites Firefly, entre parenthèses. Et du coup, lui, il est pas très connu. Non, du coup, il a été cité dans une affaire récemment, donc c'est pas très glorieux au niveau. Ouais, en fait, il a porté plainte contre Kevin Spacey parce qu'apparemment il a harcèlement sexuel. Il se serait fait harceler sexuellement par Kevin Spacey. Ah ouais. Donc c'est pas glorieux. Ouais, voilà, c'est la seule chose qui est très notable dans ce film et dans tout le reste. Bon, alors du coup, on va quand même passer à la série. Donc, on va parler dans une première partie, en gros, de la série en elle-même, comment elle est construite, les rôles, enfin, c'est de se poser un peu des questions. Et ensuite, on finira par parler un peu des thématiques, des choses qu'on a vues qui étaient assez intelligentes, assez bien traitées, ce qui nous a fait aimer parfois des personnages parce qu'ils avaient des questionnements, des parcours intéressants. Donc, on va essayer un peu de faire tout ça, chers auditeurs. Et à la fin, on essaiera de répondre à la question, est-ce que cette série s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'elle s'adresse que aux personnes qui connaissent déjà Star Trek? Un peu, parce que j'ai eu quand même pas mal de questions de personnes qui me disaient est-ce que je peux regarder cette série alors que je n'ai pas vu les autres séries Star Trek? Donc on va essayer de répondre à cette question. Donc mais tout d'abord la série, donc au niveau de sa construction, on peut dire quand même qu'ils ont gardé pas forcément l'idée de Bryan Fuller, donc de faire quelque chose, un épisode, une anthologie, mais ils ont quand même découpé la série en arc, j'ai l'impression, en arc d'histoire. Il y a très fil rouge quand même, c'est une série qui est très très à suivre, tu peux pas mater un épisode comme ça. Ouais, c'est ce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est ce que c'est une des grandes choses que je lui reproche. Là, je suis très négatif pour l'instant, mais sinon j'ai aimé. Mais justement, c'est vrai que cette construction en arc, moi, ça m'a posé un problème au niveau du rythme, à savoir qu'on a eu en milieu de saison un rythme qui était assez creux. Enfin, moi, il y a un moment, j'avais mis la série en pause parce que j'avais du mal. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Henri, tiens, si tu veux. Moi, les creux m'ont manqué. C'est plutôt l'inverse. C'est que je trouve que dans The Next Generation, justement, le fait que chaque épisode soit résolu en fin d'épisode et qu'il y a des arcs, mais ils restent vagues, ou alors des fois, t'as des ponts de 2 épisodes, de par cette... paradoxalement...
le temps file plus lentement avec cette résolution par épisode, parce que tu sais qu'il y a des ellipses entre chaque épisode et que le temps passe et que la vie à bord de l'Enterprise coule des jours paisibles, tu vois. Un épisode peut commencer avec une partie de poker dans l'entreprise, dans l'Enterprise où ils se détendent, etc. J'ai une impression de rythme plus haletant finalement dans Discovery, parce que quand même il y a un truc à résoudre et ça n'arrête pas, quoi, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça, au contraire, les creux m'ont manqué. J'aurais voulu m'ennuyer un peu plus au niveau de la vie à bord du vaisseau, pour qu'on s'attache au au quotidien. C'est ce qu'on adore dans The Next Generation. Ouais, et James ? Mais du coup, est-ce que le changement, c'est que le personnage principal des anciennes séries, c'est une supposition, je sais pas du tout. Le personnage principal de The Original, par exemple, c'est pas l'Enterprise. Et là, le personnage principal, c'est Burnham, en fait. On suit Burnham, on suit pas la vie du vaisseau. C'est vrai, c'est ça. C'est une belle observation, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est exactement tout le parcours de Burnham. C'est un peu une histoire initiatique autour d'elle, quelque sorte. Parce qu'on voit son évolution, on voit que voilà, elle commence en étant toujours dans la logique, en essayant de pas avoir son côté humain. Elle va faire une connerie, elle va passer tout le reste de la série à essayer justement de vivre avec ce qu'elle a fait, de l'accepter et de pouvoir avancer. Enfin, il y a plein de questionnements intéressants. Bon, je pense qu'on va mêler les deux. Moi, je trouve ça cool qu'on commence commence entre guillemets par un personnage qui a besoin de rédemption. Et qui a un vrai elle a quand même, sans trop spoiler, elle a fait tuer plein de monde et elle a des raisons de s'en vouloir d'avoir fait une connerie. Et je trouve ça intéressant de voir ce chemin de rédemption jusqu'à. Puis surtout, elle pour faire ça, elle a trahi donc le capitaine Giorgio, voilà, qui était un peu comme une seconde mère pour elle, qui lui avait tout appris et du coup ça aussi ça lui fait mal, quoi. Et c'était un peu punk comme premier épisode finalement, parce on sortait de, on va dire, il y a un fandom autour de Kirk et de Picard. Elle a commencé par rapport à Picard surtout, on a vu 4 trucs. C'est que on avait un homme d'un certain âge, on a une jeune, on avait un mâle blanc vieux, on a une femme noire qui est en plus désobéie aux ordres. Donc c'était une manière de dire dès le début, on n'est pas sur du Jean-Luc Picard, on n'est pas dans ce que vous connaissez de Star Trek, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont été traumatisés dès le départ, quoi. Ouais, mais ça, ce pilote, il est vraiment, il y a aucun temps mort, c'est de l'action, toujours de la tension qui monte au fur et à mesure. On est avec ce personnage principal qui est une femme, qui est en plus afro-américaine, dans une atmosphère en ce moment qui est un peu compliquée justement. Quand on est une femme et qu'en plus on est afro-américaine, donc d'avoir ce perso qui est une femme de puissance, qui est intelligente, qui essaye de résoudre une action, mais bon, ça se passe pas comme prévu, c'était quand même plutôt culotté de faire ça. Et c'est vrai que on en prend plein les yeux. L'aspect visuel aussi est super travaillé. Là, on reconnaît le petit... Il y a la patte des films, les films sont passés là. Oui, mais il y a aussi le côté Brian Fuller aussi, c'est vraiment super soigné. C'est vrai qu'on a l'esthétique des films. Moi, on sent vraiment je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on sent vraiment la patte dans la réal et dans le design des vaisseaux, tout ça, on sent vraiment la patte Abrams. Je l'ai moins senti. Non, je l'ai moins senti. J'avais plus le côté Brian Fuller, avec vraiment, on a un truc qui est très coloré, très on n'a pas vu les mêmes très, trucs très de Brian mais est-ce que t'as vu des petits la signature d'Abrams? Est-ce que tu as vu? Non, il y avait pas trop de comment ça s'appelle? De flair. Flair. Voilà. Non, il n'y en avait pas. Donc c'était pas J.J. Abrams, c'est tout. Mais à mon avis, ils en auraient mis, ils se seraient fait démonter sur. Mais par contre, du coup, moi, ce qui m'a un peu, donc on a eu un épisode qui était vachement bien. On a eu les épisodes 2 et 3 qui commençaient à installer un peu de mystère avec ce capitaine qui fait quelque chose de bizarroïde dans son vaisseau et tout. Donc on avait une tension qui montait. Et ensuite, sur les épisodes 4 et 5, moi j'ai eu comme un trou. Et je sais qu'on a un de nos auditeurs justement qui nous a laissé un témoignage sur Twitter, qui lui aussi a dit qu'il avait beaucoup aimé le début, mais en mi-saison il a eu du mal. Il a trouvé que certains épisodes ne servaient à rien et du coup ça l'a ennuyé. Est-ce que vous avez eu cette impression d'épisodes qui servaient à rien ou de frein dans l'action, James? Du coup, moi, pour répondre à Stéphane et en même temps à ta question du début, moi c'est quelque chose...
je comparais peut-être Star Trek, tout le reste de Star Trek à une autre série de SF qui me parle, enfin que j'ai vu du coup, c'est Doctor Who, qui a aussi des épisodes en standalone où on peut tu peux mater un épisode de Doctor Who un peu dans le désordre selon quelle saison tu regardes. Et moi je sais que c'est ce qui m'a fait décrocher de Doctor Who, c'est que en fait j'avais pas de fil rouge et il me manquait vraiment un fil rouge. Pourtant, je reprends l'exemple de la série Timeline Battlestar Galactica, tu as des épisodes où c'est juste des histoires qui se suffisent à elles-mêmes. Ouais, mais t'as un gros fil rouge quand même dans Battlestar Galactica. Dans le fond, c'est ça que tu veux dire. Ouais, où en fait, Battlestar Galactica, ils vont vers quelque chose. Il y a un but, il y a la survie aussi. Il y a une survie, il y a toujours de la tension. Alors que dans Doctor Who, il y a des moments où tu as des épisodes, tu te dis, mais si l'épisode n'était pas là, la série, elle va pas plus loin, quoi. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a fait plus apprécier Discovery que les autres trucs, c'est que vraiment il y avait ce fil rouge et il y avait ce truc où faut se battre contre les Klingons, faut défoncer les Klingons et de suite tu cherches pas la paix, tu es raciste envers les Klingons. Non, je suis pas raciste, mais bon, il y a une guerre et il faut qu'ils mènent la guerre, quoi. Et je pense que c'est peut-être un des trucs qui amènera les newbies et les gens qui n'ont pas vu Star Trek d'avoir ce côté-là qu'il n'y a peut-être pas dans les autres séries. Donc toi tu t'es pas senti perdu? Non, non, pas du tout. Et toi, du coup, Henri, est-ce que tu as eu cette impression d'action qui se ralentit, de vide, ou comme James, ce côté fil rouge qui est resté? Comme je te l'ai dit, j'aurais été très satisfait qu'il n'y ait pas de fil rouge. En tout cas, un macro fil rouge, tu vois. Moi, j'aime dans Star Trek le fait que chaque personnage ait sa propre quête. Et qu'en fait, dans The Next Generation, tu peux prendre les épisodes dans le désordre à peu près, mais chaque personnage suit sa quête. T'as l'androïde qui essaie de devenir un humain, t'as la mission un peu messianique de Picard, tu vois. Et moi j'aime quand les arcs sont des arcs personnels. Il y en a un vraiment chez Michael, il y en a un vraiment chez le scientifique, il y en a un chez le Kelpien, mais il me manquait un peu cet ennui. Moi, j'aime bien l'ennui dans des séries longues comme ça, où tu installes les personnages et puis tu vois la vie à bord. Donc moi, c'est vraiment l'inverse, encore une fois. C'est que j'aurais apprécié qu'on prenne plus de temps à nous faire aimer cet équipage et la vie dans le vaisseau, quoi. Par contre, tu vois, je suis assez d'accord sur ce point-là. C'est vrai que moi, j'aime bien m'attacher aux personnages, avoir un lien avec eux. Et c'est vrai que des épisodes où vraiment on va voir la vie à bord, enfin, qu'on va nous permettre de connaître un peu mieux les persos, même si c'est pas des gros trucs spectaculaires, moi je vais aimer ce type d'épisode-là parce que ça va me permettre d'avoir un lien avec eux. Et quand il va arriver des choses aux personnages, je serais super triste. Au final, il y a peu de personnages. On voit Tilly, on voit Tyler, Tyler, le scientifique et son mec, et Michael et le capitaine, quoi. Et puis le gars, c'est Tyler. Et Saru, quoi. Mais Saru, le gars qu'ils ont libéré là. Tyler, Tyler, c'est ça, ouais. Et même Saru, on le voit en filigrane, quoi. Il est pas vraiment là présent. En fait, c'est vrai que c'est un peu. Il y a vraiment un épisode où on va le voir beaucoup, où ils vont sur une planète en fait, où il y a des. Bon, c'est pas un gros spoil, il y a des espèces d'entités un peu lumineuses là qui entourent tout le monde et qui vont beaucoup communiquer justement avec Saru. Et c'est là qu'on voit que c'est un personnage vraiment qui est rempli de peur, enfin qui se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe justement, sur ce qui l'entoure dans Discovery. Ça permet un peu d'avoir un lien avec lui parce que d'habitude dans le reste de la série, c'était genre il arrivait par derrière pour dire oula, attention, il va se passer quelque chose. Ouais. C'est un peu l'antithèse d'une série qu'on est en train de mater, et de même tout un pan de séries. C'est les séries Marvel Netflix, où en fait, dans les séries Marvel, souvent, vous avez 40 millions de... Enfin, 40 millions. Il y a 5 fils rouges, enfin, il y a 5 arcs en même temps, qui se passent en même temps, et vous suivez chaque personnage. Là, il y a un seul arc. On suit... c'est les gens qui interagissent avec Burnham, en fait. On va avoir plusieurs évolutions en fait dans le fil rouge, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier arc où ça va être justement sur l'espèce d'armes, enfin l'espèce de truc qu'ils ont dans le vaisseau qui les sert en gros, enfin qui leur sert un peu, on peut le dire ou pas, c'est un peu du spoil, je sais pas. On va éviter le spoil. Bon, on va dire c'est dommage, c'est beau quand on découvre. C'est ça. Bon, ils travaillent sur quelque chose de mystérieux et on va avoir un arc qui est concentré sur ça, sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, enfin voilà, avoir des questions. Après, on va avoir un arc sur autre chose.
Et pour finir, on va avoir un arc qui finalement va expliquer tout ce qui s'est passé avant. Et ça, finalement, le dernier arc, c'est celui que j'ai préféré parce que justement, ça m'a remis à fond dans la série. C'est là que j'ai vraiment compris tout ce que la série impliquait. Et ce qui est cool, c'est d'avoir une saison qui se finit avec des réponses à toutes les questions qu'ils ont mis. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus rare, je trouve, dans les séries télé qu'on nous propose. Il y a un truc que tu m'as dit, enfin, il y a un truc qui fait que, moi, j'ai eu du mal à mater la série, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais une fois que je me suis mis dedans, c'était vraiment, vraiment cool. Et il y a un truc que tu me disais, parce que tu avais déjà vu la série, moi je l'ai maté pour l'émission, tu me disais, mais continue à regarder parce que tu vas avoir les réponses à tes questions. Et au début, vous amassez plein de questions, et vous arrivez vers l'épisode 8, 9, et là, vraiment, vous allez avoir plein de réponses d'un coup. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça, bon, je vais pas dire jouissif, mais intéressant. Enfin, je me dis, ah ouais, tiens, il y a plein de réponses et tout, on va vers ça. Et puis, on se rend compte que c'est logique, c'est pas des trucs qui sortent de nulle part, c'est logique par rapport à ce qu'on a montré, c'est logique par rapport à comment ça se combine avec les autres éléments, c'est ça qui est bien, on voit que c'est bien travaillé. Enfin, je sais pas toi, Henri, du coup, si tu as eu cette impression aussi. Oui. C'est vraiment. Si vous ne connaissez pas Star Trek, vous écoutez cette émission, sachez que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que c'est pas une série qui vous prend en traître. Et même si parfois les postulats scientifiques sont inventés, hein, on va dire, il y a une tempête ionique et tu vas traverser un univers parallèle. Bon ben. Tu as quand même l'explication, c'est de la tempête ionique, tu vois, et tu le sauras. C'est une série qui te prend jamais en traître et qui apporte toujours un postulat et qui donne qui donne toujours la réponse, qui satisfait toujours. Et donc là, quand j'ai vu ce grand arc, moi aussi j'ai eu peur de ça, parce que c'est pas une habitude de Star Trek de faire des arcs. Et c'est vrai qu'à la fin, on est globalement satisfait, quoi. Ouais. James ? Un truc qui manque un peu, peut-être, enfin, parce que j'en ai discuté un peu autour de moi, et notamment, je sais pas si Juni va écouter, mais Juni de Comedy Discovery, j'en ai discuté avec lui, et il me disait que il avait l'air de dire que j'aurais du mal à parler de Star Trek, parce que Star Trek, apparemment, pour lui, c'est quelque chose qui, enfin, il disait, enfin, je reprends exactement ce qu'il disait, qu'il faut, pour regarder Star Trek, il faut arriver avec une bible des trucs philosophiques et scientifiques qu'apporte Star Trek, et dans Discovery, bah, au final, moi, enfin, j'ai pas. Il y a 2-3 petits moments un peu métaphysiques, mais c'est pas le cœur de la série, quoi. Bah, c'est assez expliqué. Vas-y. C'est une série qui est hyper friendly pour les nouveaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne série pour commencer la franchise, parce que y a pas besoin d'avoir tous les bagages. Mais je pense que même The Next Generation ou les autres séries sont assez amicales pour pas te noyer, si tu veux, dans une tonne de références qui vont te faire perdre ton chemin. Hein. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux, c'est vraiment bien ouvert pour justement les gens qui connaissent pas, et ils vont pas être perdus parce qu'ils vont retrouver visuellement des images qui peuvent leur faire penser, oui, au film d'Abrams. Ils vont retrouver après des éléments, voilà, comme on a dit, tout le côté scientifique, les explications, les liens entre espèces, les réflexions métaphysiques, les réflexions philosophiques. Les réflexions métaphysiques, il n'y en a pas. Non, mais enfin, c'est un exemple. Non, dans cette série, non. Mais dans les autres séries, oui. Tout ce qui est, on va dire, plus psychologique, plus je sais pas comment dire, un peu science-fiction. Enfin, il y a plein d'éléments quand même qu'on va retrouver dans les autres séries Star Trek. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dedans, parce que ça réunit deux visions qu'on a eues de Star Trek, et du coup ça peut leur donner envie justement de découvrir les autres séries, et ils seront que c'est le même univers, parce qu'on peut pas dire quand même que c'est totalement différent. James ? Et moi, ce qui me fait un peu peur, parce que la série m'a donné envie de découvrir l'univers, enfin j'irais même aller remater les films, parce que ça m'a donné envie, l'ambiance était cool et tout, mais ce que je me pose comme question, c'est parce que quand je vois par exemple comment Henri en parlait dans le dernier Hiver à détente, il avait l'air de dire que le sel de la série, c'était ce côté métaphysique et ce côté que vraiment ça posait des grandes questions sur l'univers et sur comment fonctionne la vie, tout ça, et même des trucs philosophiques et de ce genre de choses. Mais du coup, Discovery, ça m'a vendu une série haletante avec de la tension, où où ça s'arrêtait jamais, où il y avait vraiment beaucoup de choses. Et pour avoir vu les films et une partie des épisodes pendant que tu les rematais, il y a un moment, je sais plus quand, les Star Trek, en tout cas la vieille série, c'est vraiment très 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 mou. Et il y a pas ce. C'est un rythme qui est assez lent, mais je pense que justement le fait
d'avoir un rythme qui va être plus rapide, plus punchy au début, c'est vraiment pour attirer justement le jeune public et ceux qui connaissent pas. Mais est-ce que le jeune public, quand il va arriver sur les autres séries, il va se dire ah merde putain mais c'est pas du tout la même ambiance. Du coup c'est là qu'on verra pourquoi c'est pas la même ambiance. Après c'est genre si vraiment on est quelqu'un qui aime bien réfléchir sur ce qu'on regarde, comme tu disais Battlestar Galactica, t'avais de l'action mais t'avais beaucoup de réflexion aussi. Donc si t'aimes ça, tu vas forcément, je pense, accrocher. Mais si t'es venu que pour l'action et ce qu'offrent les versions films, de l'humour, de l'action et rien d'autre, c'est sûr que tu vas peut-être pas rester. Tu vas peut-être rester plus sur Discovery et pas regarder les autres peut-être. Ouais. Le rythme n'a rien à voir et juste, je te donne juste mon avis. C'est ce qui marque d'ailleurs sur cette page, cet article Playboy, cette liste Playboy. Ils disent on oublie les films. Déjà tu oublies les films parce que dans ton expérience à toi de la série, il s'avère que tu as eu la pire entrée possible, c'est de regarder les films qui sont d'un commun accord peu appréciés. Tu vois, c'est pas le cœur du moteur du tout. Oui, donc t'as commencé vraiment par pas les films de Abrams. Non, mais les films en général, même les films de Abrams, puisque c'est quand même, c'est une autre timeline, c'est Star Trek, c'est le cœur du moteur, c'est ce qui s'est passé dans les années 90 et la série originale, et le rythme est complètement différent, donc ils ont fait quand même une série pour qu'elle réussisse commercialement et qui correspond à l'ère du temps, mais vraiment ce ne sera pas du tout le rythme là-bas, mais j'aime Star Trek, sûrement pas pour Discovery. Discovery c'est un pari réussi, mais pour moi, j'aime Star Trek pour d'autres raisons, tu vois. Et si t'aimes Doctor Who, voilà, je retrouve dans Star Trek, ce que j'aime dans Doctor Who, c'est que chaque épisode te rend plus intelligent parce qu'il te fait réfléchir sur des et si, tu vois, et si. Et sur des postulats auxquels tu n'as pas pensé, comme Black Mirror un peu aussi, à plus faible proportion. Et c'est ça toute la force de Star Trek. Chaque nouvel épisode de The Next Generation, c'est un nouveau jet d'esprit. Mais justement, je repars sur Battlestar Galactica, j'aime ce que tu adores. C'est pour ça que je te fais la comparaison avec, c'est que c'est la même chose. T'as aimé les thématiques, les choses fortes qu'il y avait, et tu vas retrouver les mêmes thématiques dans Star Trek. Ouais, mais dans BSG, ces thématiques-là, elles arrivent après 2-3 saisons où il y a eu du... Il y a dès le début c'est la survie, c'est d'autres choses. Et dans Star Trek, je te jure, t'as plein de trucs forts comme ça. Et tu commences dans la série originale, c'est pareil, ils font leur mission d'ambassadeur de machin. Et tu vas avoir des épisodes où il va y avoir des histoires très tragiques, très tristes. Et des choses qui vont te faire réfléchir sur comment toi t'as géré. Tu vois, même des fois il y a des dilemmes moraux que tu sais pas du tout comment qui a raison, qui a tort, et tu retrouves la même chose dans Battlestar Galactica. Ce que tu dis, ce que Henri dit, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le sel de Star Trek. Et en fait, ce sel de Star Trek là, moi je l'ai pas retrouvé dans il n'y est pas. Non. Il n'y est pas tellement. S'il y a ce qui est assez drôle en fait, tu posais la question Faye tout à l'heure, savoir si c'est un film pour les fans de Star Trek ou pour tout le monde. Moi je pense que c'est pour tout le monde sauf les fans de Star Trek. Enfin, même si c'est cohérent avec l'univers Star Trek, c'est une porte d'entrée parce que tu vois quand même les univers miroirs qui sont traités dans Discovery. Il y a eu plein d'occurrences des univers miroirs dans les autres séries de Star Trek. Pour quelqu'un qui connaît Star Trek, c'est absolument... En fait, c'est la série, comme tu dis... Enfin, quand tu connais Star Trek et que t'aimes, ça va te faire plaisir de revoir l'univers que tu aimes, d'avoir de la nouveauté. Et puis, tu auras quelques petits trucs de fanservice qui vont te plaire. Mais moi, je trouve que c'est cool en même temps de pouvoir accueillir de nouveaux fans. Et après, moi, je sais que j'ai eu des gens... par exemple, là, je cite un autre exemple, j'en profite parce qu'on a demandé à nos auditeurs. Il y a David, par exemple, qui, lui, n'était pas fan de Star Trek avant. Et du coup, quand il a vu la série, ça lui a donné... envie de découvrir le reste de la série, et c'est vrai qu'on a eu des discussions ensemble où justement on parlait, parce qu'il me racontait justement qu'il découvrait la série originale, qu'il découvrait d'autres épisodes et tout. C'était sympa de pouvoir partager ça avec quelqu'un, donc je trouve que ça c'est une des réussites de Discovery, c'est justement de pousser les gens à venir découvrir l'univers et venir en discuter. Et de la discussion, des fois on s'aperçoit que des épisodes qu'on avait sentis d'une façon, finalement on peut les interpréter toute une autre façon, et c'est super enrichissant en fait. C'est comme, tu sais, c'est comme James Bond ou Doctor Who. Ton Doctor Who préféré, c'est toujours celui que tu as connu en premier, toi, à ta génération, au moment où tu regardais la série. C'est vraiment c'est très connu, quoi. Tu vois, il y a ceux qui ont commencé à l'époque de David Tennant et qui vont adorer celui-là, tu vois. Je pense que
Chaque Star Trek, c'est une porte d'entrée qui parle avec des marqueurs sociologiques, des marqueurs d'époque et des marqueurs de rythme à la génération de maintenant pour tu vois, les immerger dans l'univers global qui est beaucoup plus profond de Star Trek, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. James, tu voulais réagir sur quelque chose tout à l'heure? Je disais juste que moi j'ai commencé avec Eccleston et que mon préféré t'es mal tombé, ouais. Ouais, t'es mal tombé. J'ai commencé avec le début, hein. Mais j'avais une petite impression. J'ai l'impression que c'est Discovery. C'est des gens qui ont pris la Bible de Star Trek et tous les petits éléments autour de Star Trek et qui en fait ont fait quelque chose de complètement différent, mais qui est cohérent avec son univers. Et qui peut renvoyer aux fans. On vous retrouve les Klingons et tout. C'est pas non plus complètement différent. Je pense que plutôt c'est traité avec les goûts de l'époque, tu vois, et les préoccupations de l'époque. C'est pas non plus radicalement différent parce qu'on trouve, encore une fois, on retrouve plein de thèmes qui sont chers à Star Trek. Il y a même un épisode de boucle temporelle dans Discovery qu'on a déjà vu. C'est un beau. C'est une belle introduction, quoi. C'est méta-référentiel, ce titre Discovery, tu vois, pour découvrir Star Trek. Mais c'est au goût du jour. Voilà. Il y a aussi le côté Discovery. Alors là, on peut un peu, tant pis, aller sur le côté un peu plus analyse en profondeur, mais le côté Discovery va très bien au personnage de Michael parce qu'on a un personnage qui apprend tout au long de la série à se découvrir elle-même, à découvrir sa vraie nature, mais aussi à découvrir les autres, ce qui les entoure, comment interagir avec les autres et finalement comment comprendre son univers. Et on peut dire même limite que c'est nous, spectateurs, Discovery, qui apprennent à découvrir ce qu'est l'univers Star Trek, à essayer de le comprendre et à rentrer plus loin. Donc il y a vraiment... Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, je sais pas... Ouais, c'est une belle image autour de cette quête, en tout cas de Michael. Mais pour répondre à James, il y a quand même quelques éléments qui sont dignes très très dignes du canon Star Trek. Encore une fois, Saru est un immense personnage de Star Trek. Donc c'est très fort quand même d'avoir sur une série qui date depuis les années 60. Réussi encore à introduire des personnages qui rentrent dans le panthéon largement des plus grands personnages de Star Trek, quoi. Il y a le côté progressiste aussi qui reste dans la... On l'a déjà dit, le cast est 20. On a même le personnage de Tilly qui a vraiment pas du tout le physique de série télé actuelle où elle est un peu ronde, elle a des... Elle a un peu des verrues sur la truffe. Sans être méchant, mais c'est pas quelque chose que tu verrais dans les frères Scott. Par contre, elle est magnifique quand elle a les cheveux lissés. Elle se débat, elle est vraiment lissée ou frisée, lissée. Ouais. On en reparlera dans 15 ans, mais c'est sûr qu'on est dans une époque assez particulière sur ça, sur l'importance d'être inclusif, etc. Peut-être que ce sera moins prononcé dans le futur si les choses s'arrangent, etc. En tout cas, ça ressemble à son époque. C'est taillé pour son époque. Quand tu as dit que c'était une prise de risque de faire venir Michael... On peut penser aussi l'inverse en disant c'est parfaitement marketé aux préoccupations de l'époque, quoi. C'est ça. Par contre, moi, il y a un truc, on n'en a pas parlé. Moi, il y a un truc qui m'a un peu plombé les épisodes. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Je pense que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi. C'est tous les passages avec les Klingons qui parlent Klingon pendant des heures. Alors là, excuse-moi, les Klingons, c'est un des trucs que j'ai préféré parce que je trouve que l'histoire Klingon, elle est tragique et elle est super intéressante si tu la mets en rapport avec ce qui se passe maintenant. Regarde, tu avais sur l'épisode de Comedy Discovery qu'on a fait sur Black Panther, tu avais Junie qui expliquait justement le côté avec les gens afro-américains, donc qui sont originaires d'Afrique, qui n'arrivaient pas qui se sentaient un peu coupés de leurs racines, des choses comme ça. Et on retrouve la même chose avec les Klingons, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a plein de groupes différents alors qu'ils ont la même origine. Ils se sentent perdus, ils se sentent maltraités par Starfleet et tout. Enfin, c'est super triste et tu peux très bien faire un rapport avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, justement, avec les soucis, avec voilà, les Afro-Américains qui se font maltraiter, qui se font tabasser, qui se font attaquer. Voilà, enfin, il y a plein de... Et je trouve que c'est super intéressant. Tu peux le rattacher à plein d'autres choses, quoi. C'est clair, et une prédiction qui est gratuite, c'est que il y a eu un petit débat autour du look des Klingons, etc., quand Discovery a commencé. Mais en tout cas, la prédiction, c'est que ce sera de toutes les séries Star Trek, c'est vraiment celle-là qui va s'occuper des Klingons. De l'avis même du réalisateur, il dit ok, ils ont une gueule différente, mais de toute façon, ils ont toujours été traités par-dessus la jambe d'une série à l'autre. Hein. Si vous regardez Original Series, c'est pas du tout la même gueule qu'après dans The Next Generation. Là, pour Discovery,
série. Il a prévu de faire plusieurs castes, plusieurs familles qui ont toutes des gueules différentes. C'est la série autour des Klingons, quoi. Et on va avoir du Klingon jusqu'à plus soif. C'est tant mieux, ça va être le très particulier. Beaucoup plus humanoïde dans les autres séries. Oui, mais justement ça c'était le plus gros débat de continuité sur le canon Star Trek, mais les réponses apportées sont plutôt satisfaisantes. Et puis bon, là il va aller tellement dans le détail des Klingons, à partir du moment où c'est la série qui va s'en occuper le plus, elle va devenir la référence, j'en suis persuadé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est voir justement cette civilisation Klingon qui essaye de survivre et qui a tellement peur de disparaître, qui en fait s'entretue elle-même au lieu de trouver justement une solution. Alors bon, à la fin, vous verrez, il y a des réponses à ces questions-là aussi, enfin une partie de réponses données, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et en même temps, j'arrivais pas à leur en vouloir vraiment aux Klingons parce que je comprenais leur position. Non mais je comprenais leur position. C'était tout aussi tendu que du côté de Starfleet. Tu t'identifies beaucoup aux Klingons. Non mais seulement ce que tu vois, c'est qu'il y a un problème de communication et ça aussi c'est une des thématiques de la série, c'est les persos qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, à se faire comprendre, à faire comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose. Et finalement si les gens arrivent à se parler, peut-être il n'y aurait pas des soucis comme ça, des guerres. Enfin, tu vois, il y a aussi un côté un peu, on réfléchit sur comment empêcher, comment avoir la gestion de conflit. Est-ce que le fait justement de laisser... c'est là toute la dualité de Michael, c'est-à-dire choisir entre ses émotions ou la logique. Et on voit que des fois, quand c'est les émotions qui gagnent, comme la peur ou comme l'amour, enfin, je sais pas, il y a plein de choses comme ça peut mener à des conneries, que si on écoute la logique, peut-être on irait mieux. Oui, James. Il y a un truc qui est marrant, c'est que Henri il en parlait tout à l'heure, c'est Starfleet, c'est une organisation qui est très pacifiste. Ouais. Et là, dans toute la série, ils sont vraiment très. Bon, après, Lorca est spécial. Après, t'as le point de vue de Lorca. Donc, on a le point de vue de Lorca qui est un peu, très guerrier. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression de les voir très. Il y a des moments. Après, je sais pas s'ils chopent des armes. Parce que les phasers ne tuent pas. Où il est... Alors il me semble quand tu les règles, t'as plusieurs réglages t'as plusieurs boutons, tu peux par exemple selon les séries dans Next Generation, 3/4 du temps ils sont tellement gentils qu'ils mettent en phase c'est comme un taser du coup, tu vois, ça t'assomme, mais il y a une phase où tu désintègres littéralement la personne. Ah oui, parce que là il y avait il y a des moments où ils ont des armes qui désintègrent totalement les Klingons. Mais c'est le même phaser, sauf que tu le règles, t'as un bouton pour mettre en mode taser ou je te désintègre. C'est comme dans Judge Dredd, tu sais, Stallone il dit balle machin, balle le truc. Ah ok. C'est la même chose, tu vois. Oui, par exemple, un exemple, le personnage de Tyler, il est très très guerrier aussi. Enfin, même Michael. Justement, le personnage de Tyler, c'est intéressant aussi parce que là, on a la thématique du prisonnier de guerre qui doit apprendre à se réintégrer dans sa société, dans ce qu'il connaissait et qui a du mal. Et les conséquences que ça a aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu des thématiques qu'on a vues dans d'autres séries, tu sais, comme par exemple Homeland aussi, ou Punisher, tu vois. Enfin, c'est des types de persos qu'on a retrouvés un peu partout. Donc c'est intéressant aussi. Peut-être que c'était peut-être pas assez... on aurait peut-être pu en faire un peu plus sur ce perso. Moi j'ai pas trop aimé Tyler, j'aime pas trop. T'as pas trop accroché Ah, cet acteur, j'étais content de le voir parce que c'est pour moi un personnage comique. C'est un personnage de la série Toast of London, qui est une de mes séries comiques préférées de ces 10 dernières années. Et de le voir là dans un rôle sérieux, ça m'a éclaté. Mais bon, on va pas spoiler, mais il a un personnage très difficile à jouer. Et c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Ne parle pas de cette série, tu m'as hypé, mais vraiment, je t'en parlais dans un épisode de Rivière Détente, cette série a l'air vraiment géniale, et elle est introuvable en VOSTFR, du coup... Et ben voilà, t'as qu'à te mettre à l'anglais, James, ouais, c'est tout. Fais comme moi. Et du coup, après, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vous ont touché au niveau des personnages qu'on n'a pas encore abordés Henri, est-ce que tu veux... Non, parce que je risque d'être redondant. Il y a quand même une très belle histoire d'amour. On a focalisé sur le fait que ça soit une histoire homosexuelle, mais il y a un joli petit arc quand même avec. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est arrivé aux scientifiques, sans spoiler. C'est intéressant ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup aimé cet arc-là. Non, au niveau, je veux dire, l'histoire est tellement drivée autour du fil rouge que justement c'est ce que je reproche, t'as peu de place pour ce qui fait le sel un peu de ce caractère design et d'aller errer un petit peu dans le vaisseau à la recherche des individualités qui forment le truc quoi. Mais j'ai bien aimé l'histoire d'amour, j'ai trouvé ça sympathique. Elle est beaucoup plus convaincante
en tout cas, que celle de Burnham avec son soldat, quoi. Oui, ça je suis bien d'accord. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une histoire homosexuelle, elle est traitée comme n'importe quelle histoire. Et ça fait du bien de pas avoir un truc cliché, quoi. Il y a des bisous, alors que d'habitude, t'as jamais Puis c'est vrai d'acte d'un peu affectif et tendre. Non, mais c'est une histoire normale, quoi. Ouais. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on y croit à ce couple. On les voit ensemble, bah oui, ça saute aux yeux. Alors que justement, bah voilà. C'est les seuls qui ont un peu des petits moments de quotidien. Il y a des moments où on les voit se brosser les dents. Ouais, c'est très mignon cette image, ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'attache à eux. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, c'est vrai que tu soulèves un point intéressant. C'est vrai qu'il y a tellement ce fil rouge, on était tellement dessus que c'est vrai que le reste, finalement, c'est très difficile pour les autres persos d'exister, en fait. Ouais, puis je veux pas non plus parler en permanence de The Next Generation, mais pour donner un exemple à James, dans The Next Generation, ils ont une espèce de salle de récréation qui s'appelle le Lodeck. Tu rentres dans cette pièce et tu en fais ce que tu veux. C'est comme Second Life, tu vois, ou un masque virtuel sans casque virtuel, quoi. Et donc, tu vois, dans The Next Generation, régulièrement, Picard allait faire du cheval. C'est des séquences toutes cons, mais tu vois la vie à bord et tu vois ce qui anime les gens. Tu le vois faire de la musique, tu vois Data jouer au poker. Il y a ce côté, tu vois, et qui t'attache aux gens, et qu'on n'a pas du tout là. Mais justement, ça c'est intéressant parce qu'en fait, on est censé avoir un équipage qui finalement au début de la série, peuvent pas je dirais pas qu'ils peuvent pas se blairer, mais ils ont du mal à se faire confiance. Il y a vraiment un problème de confiance toujours dans la série et qui s'établit plus à la fin, j'ai l'impression. Donc je me demande si en saison 2, je vais vous poser la question à tous les deux, si en saison 2, vous pensez que justement on aura un groupe qui va être plus homogène et avoir justement ce qui nous manquait dans cette saison 1. Tiens Henri, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà il y a une chose, c'est que quand on a dit que c'était taillé pour l'époque, cette série elle est aussi taillée sur un autre côté de l'époque, ce sont les geeks. Et il y a un soin apporté au détail et au feedback qui est extraordinaire et qui vraiment correspond à l'ère du temps. Quand tu compares la série originale avec les iguanes en mousse et les rochers pourris et les pyjamas, on se prenait beaucoup moins la tête sur la cohérence, tu vois, que là, par exemple, j'ai vu sur Reddit des petits détails à l'écran qui font que quand ils voyagent à Warp 1 sur 37 millions de kilomètres, ils s'écoulent exactement le temps nécessaire pour que cette distance soit faite, tu vois. Des milliards de petits détails parce qu'on est dans la génération Reddit et les gens vont revenir dessus et tout. Donc je pense qu'ils vont faire très attention au feedback. Et apporter absolument satisfaction sur tout ce qu'ils vont relever. On est dans une époque de marketing et à la fois d'ultra détail. Et je pense qu'ils vont satisfaire tout le monde par rapport à ça. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas trop se perdre aussi? En même temps, ils ont, je veux pas cracher sur la communauté. En aucun cas, je ne cracherai sur la communauté. Si vous voulez brûler James, vous allez sur sa page Comics Discovery. Voilà, je dénonce. Non, mais les trackers sont des gens très gentils, psychorigides peut-être. Mais non, ils sont très gentils. Ils sont un peu éclatés là avec la sortie de Discovery. C'est sûr que pour certains, un nouveau Star Trek. J'ai même lu des threads où tu vois des Trekkies pur et dur préféraient même que ça ne continue pas. Préférer garder tout nickel, quoi, tu vois, plutôt que de sortir ce truc. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins radicaux, qui connaissent finalement un peu moins la série, comme moi, tu vois, qui sont ravis de voir la franchise continuer, parce que, voilà, j'adore ça, quoi. Moi après je suis plutôt gentil, enfin je sais pas, tant que c'est un truc qui me fait plaisir, que c'est de qualité et que c'est pas que ça me contredit pas trop, moi ça me gêne pas. Après c'est vrai que il y a des différences, mais il faut rester un peu ouvert. Après au niveau des disputes, il y avait vraiment des disputes sur où placer la série par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça a un rapport avec les séries, est-ce que ça a un rapport avec les films d'Abrams? Et j'ai vu des gens se disputer sur ça. Donc c'est vrai qu'il y avait l'argument des Klingons, il y avait l'argument de l'esthétique et l'argument que dans les séries Spock avait jamais parlé qu'il avait une sœur adoptive, peut-être patata. Enfin, il y a les uniformes, il y a la mutinerie, il y a dans Star Trek, Spock avait dit il n'y a jamais eu de mutinerie dans Starfleet jusqu'à maintenant. Or, Discovery se passe 12 ans avant, donc voilà, il y a quelques petits détails comme ça, mais c'est pas bien méchant. L'Enterprise, non, il est mentionné plusieurs fois. Ah, c'est magnifique, ouais. Alors, c'est magnifique. On verra en saison 2, mais c'est vrai que après ça se pose des questions, c'est genre est-ce qu'on verra Spock à un moment, je ne sais pas, qui ça sera. Du coup j'ai une question, toutes les séries Star Trek sont autour de l'Enterprise ou à chaque fois c'est un vaisseau différent? Non, c'est l'Enterprise. T'as Deep Space Nine, t'as Voyager. Ah non, c'est Next Generation parce que l'Enterprise il est... Oui non, je confonds avec les films, excusez-moi, ne m'écoutez pas. Non, t'as Deep Space Nine qui est statique, qui a une base une base statique. T'as Voyager qui est un autre vaisseau. Non, c'est pas. Starfleet, c'est le fil rouge.
Ouais, Ok. c'est plus, tu vois, à chaque fois, c'est la série d'un équipage, d'une équipe qui fonctionne. C'est un peu comme une famille, en quelque sorte. Ils fonctionnent ensemble, tu suis des personnalités différentes. Et c'est vrai que finalement, c'est une bonne idée parce que ça permet de renouveler le genre, quoi. Parce que t'as pas mal. Tu vois, je prends l'exemple d'une série qui commence déjà à être un plan, genre Walking Dead, où il y avait justement l'actrice de Michael, où genre, tu vois, là, au bout d'un moment, on suit ce groupe, on commence à en avoir marre, on s'ennuie un peu. Et peut-être que suivre un autre Bah, groupe, c'est ça serait comme, intéressant, tu vois. Enfin, Tu fais encore des un parallèles lien avec avec Grey's Anatomy. Oui, vas-y. Au fur et à mesure de Grey's Anatomy, le cast S'en les, va. bah, les gens partent, les gens reviennent. T'as toujours des nouveaux internes à chaque saison. Voilà, bah si tu veux, ouais, c'est Voilà. ça. Et On peut faire c'est- des parallèles, voilà, pour les gens qui connaissent pas comme ça Star Trek. Il y a qui peuvent se Private rapprocher. Practice, c'est Deep Space Nine. Voilà. Tu peux tout faire. Non, mais après, bon, on est d'accord donc que cette série, on peut la recommander aux personnes qui ne connaissent pas Star Trek et qui ont envie bah, d'avoir un allez-y, aperçu. Mais Ouais. un aperçu, hein, on est d'accord. Non, J'ai c'est dit un bon, un oui, c'est une très bonne porte d'entrée. Mhm. Y a pas de souci. D'accord. Et donc du coup, au niveau de la saison 2, est-ce que vous avez des attentes précises? Est-ce que vous allez regarder Henri, est-ce que tu vas regarder la suite du coup? Moi, je vais regarder et j'aimerais qu'il se repose un peu, et j'aimerais que Discovery, c'est marrant parce que le vaisseau Enterprise, sa mission, c'était explorer, découvrir, et Discovery, de par son nom, devrait être encore plus, tu vois, dans la découverte, et on aimerait bien que, bon, après tous ces problèmes, le vaisseau remplisse sa mission première, quoi, tu vois. Ouais, qui Donc, rencontre justement d'autres espèces, qu'on ait plein de Bah super ouais. inventions d'extraterrestres. Moi, j'aime bien avoir plein de créatures aussi. Et j'aimerais bien avoir des belles rencontres, des belles thématiques. Je sais pas, m'éclater un peu plus quand même. Ah tiens, juste Ouais. une petite parenthèse, j'ai vu aujourd'hui sur YouTube un anglais qui montrait que dans un vieil épisode de The Original Series, il y a un passage où Kirk et Spock voient une planète, ils ont pas trop le temps de la traiter et tout, et Kirk dit transmettez ces informations à Discovery. Et là, tout le monde était comme un fou, quoi. Donc, il y a des exégètes qui sont allés voir le dialogue original de la série où il dit pas exactement Discovery et tout. Mais ça a excité tout le monde, quoi. Ça veut dire que Discovery, la notion de Discovery aurait existé dans la mythologie Star Trek dès The Original Series, quoi. Ah, mais c'est cool. Ça serait pas mal, franchement. Ça me plairait plus. Après, j'avais une autre question à vous poser parce qu'on est dans un monde où aussi on aime bien le Moi, cross-média. j'ai pas répondu, moi. Oui, pardon, James, excuse-moi, je t'oublie tout le temps. Moi, C'est le kelpien, James. Moi, je crois que je vais faire mon deuil de. Bon, je vais pas faire de Qu'est-ce qu'il va de dire spoil, encore mais ça va être compliqué pour Gabriel Lorca de continuer sur cette série, sans spoiler en aucun cas. Moi, je suis vraiment déçu parce que j'aimais vraiment beaucoup Jason Isaac. Je trouve qu'il faisait un. On s'en fout, il y a Saru. Oui, non, mais je préfère Jason Isaac. Apparemment, je suis le seul qui est tombé amoureux de Mais ce c'est pauvre ses Gabriel yeux Lorca, bleus, qui je t'ai était dit, vraiment c'est ça. tellement mystérieux et tellement cool. Tu veux que je t'aide? Pense à A Cure for Life, ça t'aidera à te dégoûter. Oh non, Voilà, s'il vous plaît. c'est bon. Non mais moi j'aimais bien le côté un peu parce que il a comment dire, il est pas si gentil que ça. Il est pas dès le début on voit qu'il est pas si Ouais, en gentil. fait, t'aimais bien le côté ambivalent du personnage. Ouais, j'aime bien le côté il a ses méthodes à lui et ça le gêne pas de faire des coups de pute, ce genre de choses. Et j'aimais vraiment bien ce délire là, le fait qu'on sache pas de quel bord il est et vers quoi il veut aller, quels sont ses vrais. Et j'aurais bien aimé que ça continue plus sur ça. Mais apparemment, je suis tout seul, donc je vais continuer à. Complètement. Non, moi, ce que j'aimerais pour la saison 2, c'est qu'on se détache du personnage de Michael et qu'on s'attache plus justement à l'équipage du Discovery. Ah ouais. Ouais. Qu'on développe plus les histoires de chacun, qu'on apprenne plus à les connaître. Et que là, vraiment, on retrouve bien l'esprit de Star Trek. C'est-à-dire que pour les fans, c'est genre, voilà, saison 1, vous avez un aperçu. Saison 2, on vous montre vraiment ce que c'est. Ça Yes. serait pas mal. Ouais, exactement. Je suis très d'accord. Bon, bah ça va, alors si t'es d'accord, c'est bon. Mais du coup, Et est-ce puis que qu'à écrire. en 15 épisodes, on peut faire des trucs d'exploration et de. Bah oui. Oh là là, en 15 épisodes, je peux en faire 15 d'exploration. C'est le principe de The Next Generation, et crois-moi, il s'en passe des choses, hein. Ouais. Regarde Kirk, dans tous les épisodes, il arrive à se taper quelqu'un, alors laisse-le. Bah C'est ouais. des explorations, c'est très bien. Clair. Ouais, et du coup, je voulais finir parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu revenir pas mal sur le net.
les gens se posaient la question, c'est-à-dire que vu qu'en ce moment on aime bien les crossovers, enfin les cross-médias, les choses comme ça, est-ce qu'on peut imaginer un crossover entre les films et la série, genre peut-être retrouver le personnage de Michael au cinéma ou un personnage des films dans ça. Et les gens ta se question posent fait la écho à l'actualité parce que j'ai vu en faisant un peu mes alertes Google et ce genre de trucs pour Comedy Discovery, j'ai vu que Karl Urban qui parle beaucoup en ce moment. Karl Urban qui joue le docteur dans le. Ouais, il joue le docteur, je sais plus comment il s'appelle. Stamets. Ouais. Non, pas dans les films. Pardon. Ah oui, je ne sais plus. En plus, je l'aime bien le perso. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, Karl Urban, qui joue Judge Dredd aussi au cinéma, a dit qu'il souhaite. Et Homer surtout. N'oublie pas ce grand. Oui, c'est vrai qu'il est dans le Seigneur des Anneaux, c'est vrai. Oui. En tout cas, il annonçait que lui, il aimerait bien. Après, comme il parle beaucoup. Pour ne rien dire des fois, il a dit qu'il aimerait bien un tournage pour dans cet été, je crois, ou un truc comme ça. Moi, je serais dégoûté d'un crossover avec l'univers des films, parce que moi, ça m'allait très bien cette histoire de timeline séparée, ce qui me faisait apprécier les deux. S'ils font se rencontrer ces deux univers, ça me perturberait beaucoup, moi perso. Mais du coup, ça irait avec. C'est McCoy. McCoy, oui, voilà. Ça irait avec l'univers des films, parce qu'on n'a pas vu les Klingons du tout dans les films. Et du coup, le fait que les Klingons soient différents avec le reste de la série. Mais tu vois, moi je suis assez d'accord, ça me gênerait d'avoir un crossover entre les deux, parce que le dernier film, déjà, il était pas super. Tu sens que ça s'essouffle déjà au troisième film. En plus, là, ils annoncent un projet de film réalisé par Tarantino. Alors, j'ai beau aimer la réalisation de Tarantino, je le vois absolument pas. Ah ouais, moi ça m'a trop excité de dire ça. Ah non, mais je le vois pas du tout. Ouais, mais il est malin. Tu vois, il trouverait. Peut-être ça pourrait être un épisode spécial où Kirk se retrouve sur une planète un peu western. T'en sais rien, tu vois. Mais ça m'a éclaté. Je me demande à quoi ça peut ressembler, quoi. Je sais c'est pas. C'est vrai que de la SF avec Tarantino. Il a jamais fait de SF. Il a jamais fait de SF. Non. Regarde son épisode des experts, il a réussi à rester, même sur Alias. Les épisodes d'Alias, c'est juste les meilleurs. Enfin, ça fait partie des meilleurs. Je veux dire, il arrive à se fondre dans un univers et en faire. Mais il faut qu'il aime bien. Alors après, je savais pas qu'il était à fond. Ou alors, il peut faire un épisode un peu rétro, tu vois, comme il est très fort en réinterprétation du passé, de l'esthétique, des films, etc., du passé, absorber l'esthétique des années 60, les pyjamas, et délirer là-dessus, hein. Ouais, il peut nous mettre Samuel Jackson aussi, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un de ses films. C'est clair. Si on l'a vu dans les 8 salopards. Ouais, c'est vrai, dans Hateful Eight, dans le dernier, du coup. Ouais. Oui, du coup, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Oui, attends, mais le troisième, à mon avis, il y a eu, d'après ce que j'ai entendu, il y a vraiment des gros problèmes au niveau de la production. Où, c'est Simon Pegg qui a écrit le script, qui devait le réaliser à la base. Et au final, il s'est un peu fait. Je crois qu'il a râlé sur le montage et sur. Apparemment, je crois que le studio avait pas trop confiance en lui en tant que réalisateur, et ils voulaient prendre le mec qu'ils ont pris parce que tu vois, c'est genre, il va nous faire des super scènes d'action, il va fermer sa gueule et puis voilà. Et au final, on a Fast and Furious dans l'espace. Mais du coup, tu disais ça s'essouffle un peu. Ouais, moi je trouve ça s'essouffle. Ça s'essouffle parce qu'il y a des problèmes de production et que dans les deux d'avant, c'était Abrams derrière, et Abrams, à mon avis, il gère tout. Il se laisse Abrams, pas. il était fan, comme Simon Pegg. Non, mais je veux dire, Abrams, c'est quelqu'un qui a un peu comme Nolan, a un nom tellement important. Il est producteur aussi. Ouais, mais je crois qu'il continue à les produire, même s'il ne reste plus. C'est la seule personne qui arrive à bosser sur Star Wars et Star Trek en même temps. Mais tu sais que quand j'ai vu ces Star Trek, j'ai dit mais il faut qu'il fasse Star Wars. Tu vois. Bon, du coup, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose moi, j'ai deux choses à conseiller. Absolument. C'est si vous commencez Discovery suite à cet épisode, de absolument regarder sur Netflix parallèlement After Trek. Qui est une émission de catch-up où on parle autour du dernier épisode avec des acteurs de la série, mais aussi des anciens de l'univers Star Trek. Il faut savoir qu'un des réalisateurs de Discovery, c'est Riker de The Next Generation, donc c'est un acteur et réalisateur. Et donc il y a des discussions très intéressantes. C'est présenté par Matt Mira, qui est un podcasteur et puis un des plus gros Trekkies de la Terre. Donc ça, c'est génial. Et puis j'ai découvert il y a quelques jours un jeu pour iPhone. Et j'ai pas décroché depuis.
qui s'appelle Star Trek Timelines et c'est absolument génial et ça fait longtemps que je conseille pas un jeu pour iPhone, tu vois. Peut-être il doit exister sur Android. Et en fait, une faille spatio-temporelle majeure fait mélanger toutes les époques. Et donc toi, tu as la tête d'un vaisseau et tu peux engager n'importe quel personnage perso, que ce soit Enterprise ou pas, de Star Trek. Donc tu mélanges, moi mon équipage, il y a Picard, il y a Kirk, il y a le lézard de la série 1, il n'y a pas Discovery encore, mais c'est jouissif pour toutes les personnes qui aiment Star Trek parce que tu collectionnes les petits personnages après, c'est génial. Ah, alors James apparemment a vérifié. Ouais, je viens de regarder, ça y est, il est sur Android aussi. Voilà, si vous aimez Star Trek, c'est le pied total de ce truc. Et du coup c'est un jeu pour c'est un jeu ouais, mais il ressemble à Marvel Heroes un peu. Il n'y a pas de combat, mais il y a une gestion de ton vaisseau que tu upgrades et tout. T'as vraiment tout l'univers de The Next Generation et de toutes les séries. C'est vraiment, c'est super excitant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Okay. Bah voilà, ça nous fera patienter jusqu'à la saison 2. C'est une très très bonne idée, je vais tester. Je pense que je vais plus rien faire d'autre après. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que la série, la saison 1 était pas parfaite, mais était divertissante. C'est une bonne porte d'entrée pour vous, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas Star Trek. Et ça peut vous permettre d'avoir envie de découvrir la série, d'essayer peut-être de trouver des gens avec qui dialoguer pour avoir des infos en plus, des conseils. Je suis sûre qu'il y a des gens sympathiques qui vous aideront. En tout cas, nous, comme d'habitude, on vous invite à venir parler de la série avec nous via les réseaux sociaux sur Facebook, Geek en série, le podcast, on précise bien. Toute autre page n'est pas la bonne, attention. Et sur Twitter, on a aussi Geek en série. Vous tapez Geek en série, vous me trouvez. C'est pas tiré RCM plutôt. C'est tiré RCM, c'est tiré du bas. Tu te trompes toujours, voilà. Sinon, on peut aussi nous envoyer un mail sur Geek en série. .rcm, là c'est vraiment .rcm. .rcm@gmail.com, c'est magnifique. Et puis, oui, qu'est-ce qu'on a envie de rappeler? Moi, j'ai une reco à faire. Mais en fait, ça va être une reco par rapport à notre invité. Je tiens à pousser les gens, ceux qui, tout particulièrement, qui ont aimé Narcos, allez écouter Spoiler Arrière, surtout la saison 2. Peut-être Top Chef, ça vous parlera peut-être un peu moins. Mais sur SAS, donc un bouquin de littérature un peu. De littérature Z, on va dire. Ouais. Donc qui se passe en Colombie, c'est un truc d'espionnage autour de Colombie qui est vraiment ils ont très, fait très genre cool. Narcos en fait Et c'est pas sur Narcos mais ça se passe en Colombie et il y a l'état d'esprit un peu, on retrouve un peu ce que j'ai aimé dans Narcos, c'est la Colombie en fait, peut-être un peu décrit d'une façon spéciale. Mais sinon si tu aimes la Colombie, t'écoutes un album de Shakira, ça passe aussi. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est un peu le même style, ouais. En tout cas, moi je sais que c'est par là que j'ai découvert le Riviera détente verse. D'accord. Et du coup, j'ai tout écouté en un mois. Je pense que je me suis tout fait. Ah, qu'est-ce que j'ai eu comme paix là? J'ai pu regarder les épisodes de Star Trek tranquillement. Merci. Et mais je tenais à dire à Henri que vraiment, j'appréciais beaucoup ce qu'il faisait et que j'encourageais tout le monde à aller écouter tout ce que tu fais. Ça me et même à lire merci. les reviews de Top Chef sur Munchies qui sont vraiment très cool. Ça me fait plaisir, c'est très gentil, merci. En tout cas, j'ai passé un très bon moment à parler de Star Trek avec vous. C'est le genre de truc, quand tu accroches à un univers, c'est toujours un plaisir d'en parler. Et j'espère que les vrais fans nous en voudront pas des approximations et des trous noirs. Oui, au contraire, qui viennent nous apporter des éléments. Moi, qui viennent voir Faye. Moi, j'ai autre chose à faire que vous pouvez venir me parler parce que moi, j'adore me prendre la tête sur des petits détails. Vous pouvez m'apprendre des choses. Vous pouvez également envoyer, je ne sais pas, des colis piégés à James parce que. Voilà, James, c'est lui le méchant. Voilà. Mais je vous aime quand même. Hein. C'est le Kelpien. Non, mais en tout cas, on était très contents de te recevoir. Moi aussi j'aime beaucoup, justement, c'est ça qui est cool avec cette émission, c'est qu'on peut parler de ce qu'on aime avec d'autres personnes, avoir d'autres points de vue que les nôtres, parce que c'est bien de voir qu'il y a d'autres points de vue que les nôtres aussi. On vous le dit, chers auditeurs. C'est pour ça qu'on vous encourage aussi à venir parler avec nous, à nous proposer des séries, à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous poser des questions. On est là pour vous, pour partager notre passion. Et si on veut te retrouver, Henri, est-ce que tu veux donner peut-être, je sais pas, un Facebook Bon, vous allez sur mon Twitter, Henri Michel, HENRYMICHEL, et je vais pusher comme un malade, vous verrez tout ce que je fais 3 fois par jour. Et voilà, surtout aussi, vous allez sur iTunes, Android, pour retrouver aussi les podcasts.
n'est-ce pas mon petit James? Oui. Et avant de partir, juste 2 petits derniers rappels. On vous rappelle que maintenant vous pouvez aussi retrouver nos émissions Geek en série sur notre chaîne YouTube James et Faye. Donc on a essayé de les rendre aussi disponibles là, comme ça, voilà, vous pouvez changer. Si vous voyagez, vous prenez vos petits baladeurs, si vous arrivez chez vous, vous passez par YouTube, il y a plein de possibilités. Et puis on va se retrouver dans 15 jours pour là une émission thématique. Nous parlerons en fait des spin-offs, à quoi ça sert, est-ce que c'est utile, quels sont les bons spin-offs, les mauvais spin-offs. On va essayer de répondre un peu à ces questions-là. On parlera des spin-offs de Star Trek. Est-ce que... Ouais, peut-être. Peut-être qu'on reparlera de Star Trek, on ne sait pas. Donc en tout cas, si vous avez envie de nous envoyer, je sais pas, votre point de vue sur le sujet. Dit, je leur dis, si vous voulez nous parler de spin-off que vous avez aimé ou de spin-off que vous avez détesté, voilà, on pourra lire vos messages dans l'émission. On aura normalement aussi un invité, mais c'est mystère pour l'instant. Ouais. Et voilà, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci, James. Ouais, moi je vous dis, si vous écoutez en radio, on suit avec Comics Discovery, où on va vous parler dans 2 semaines, que je me rappelle mon programme, on parle de Alias, justement, qui a un lien peut-être avec les séries, puisque c'est le comics de Jessica Jones. Et puis voilà, continuez à nous écouter sur Radio Campus Montpellier, le 102.2. Alors par contre, pour Radio Campus, je pense que peut-être ils auront une version plus courte, et pour la version longue, comme pour le Seigneur des Anneaux, nous on ne le sort pas en DVD ou en Blu-ray, mais en podcast, donc on vous invite à venir l'écouter. Écouter la version longue. Voilà, et pour la radio, on se quitte avec quelle musique? Du coup, il me semble que l'invité t'avait proposé un titre, James. Je me souviens plus du titre que m'a dit Henri. Alors peut-être il va nous le dire. Je vais vous le dire tout de suite, attention. C'est un truc en rapport avec Star Trek. Ouais. Oui, c'est une très bonne chanson. Alors c'est Spies Energy. Spies Energy. Spies Not Dead Shock. Ah non, Where's Captain Kirk? Ouais, Where's Captain. Bon, voilà, il a dit mais bon. C'est génial. Ah, et t'as pas pris la chanson de Léonard Nimoy sur Bilbo? Elle est belle aussi, mais j'ai préféré celle-là. On l'a mis dans une vidéo déjà, ça suffit. Mais je m'en fous, je la mettrai partout cette chanson. D'accord. Merci. Merci encore. Ouais, Salut. Venu. Et puis à bientôt, chers auditeurs. On se retrouve donc dans 15 jours pour parler de spin-off. Ciao. Ciao.